Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Dr Yasmine Haggeg. Nous sommes ici au Caire, elle se trouve à Alexandrie et ensemble, nous allons découvrir son parcours, également les différentes facettes de sa vie, de sa réussite, étant donné que Dr Yasmine Haggeg est professeur de littérature française, intéressée à la civilisation, aux arts et autres sujets. Dr Yasmine Haggeg, bienvenue dans notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et ça me fait un grand plaisir de partager avec vous. Dr Yasmine, toujours on commence notre interview avec les souvenirs de l'enfance. C'est une période de la vie de l'être humain qui marque cette vie pour toujours et je voudrais savoir qu'est-ce que vous retenez en tête de cette période de votre vie. Heureusement, pour moi, l'enfance était un paradis. J'ai eu une enfance heureuse et donc tous les souvenirs que j'ai de cette période sont vraiment bons. En fait, cette période de l'enfance, elle est très marquante, comme vous avez dit, dans la vie de la personne et elle marque ses appartenances, c'est-à-dire s'il a vécu une enfance heureuse dans un certain endroit, il va toujours être attaché à cet endroit ou bien le contraire. Donc, c'est pourquoi c'est aussi très important, cette période-là, elle est très importante. Et pour moi, donc, oui, j'ai eu une enfance alexandrine, très marquée par la mer, par la nature, la tranquillité. En plus, l'école, pour moi, c'était aussi la même chose. C'était l'apprentissage, la jouissance de l'apprentissage, la lecture, la bibliothèque, par exemple, de l'école, où j'ai découvert beaucoup de chefs-d'œuvre littéraires, ce qui m'a attachée très tôt à la lecture et à la littérature, comme par exemple les chefs-d'œuvre de Victor Hugo surtout et Alexandre Dumas, par lesquels j'ai un peu commencé et qui m'ont très attirée grâce au style bien sûr, mais aussi au mystère et à l'analyse de l'âme humaine. Justement, je voudrais m'arrêter là. Vous avez continué votre carrière comme professeur avec des études académiques approfondies, mais de ce que vous avez dit, vous avez découvert cette passion pour la lecture et pour l'apprentissage depuis un âge très précoce, si vous voulez, et ce n'est pas tout à fait évident pour la nouvelle génération de s'intéresser à la lecture. Parlez-moi de pourquoi la lecture vous a fasciné à cet âge-là. La lecture, je crois qu'elle m'a ouvert des mondes. J'étais à ma place, j'étais à l'école, assise chez moi, et dès que j'ouvrais le livre, il y a tout un monde qui sort de ce livre-là. En lisant, j'étais vraiment pleinement avec ces personnages dans ces endroits-là, dans cette ambiance-là, dans cette période historique, etc. Donc, ça me déplaçait, j'étais à ma place, mais ça me déplaçait vraiment vers d'autres horizons et je découvrais beaucoup de choses juste grâce à la lecture. Je n'avais pas encore voyagé, donc c'était un voyage déjà pour moi, la lecture. Et aujourd'hui, peut-être il y a moins de personnes qui lisent, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup plus de films, par exemple, ou d'images, mais je ne vais pas dire que c'est tellement négatif. Je dirais plutôt que cette transition à l'image est un peu naturelle parce qu'il y a d'abord le texte, ensuite le film. Le film, il part aussi d'un texte, donc il raconte aussi une histoire. La différence, c'est que seulement quand on lit, on a plus d'imagination parce qu'on n'a pas les choses devant nous.
on a libre cours à l'imagination pour deviner nous-mêmes comment était ce personnage, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a plus d'imagination dans la lecture qu'en voyant un film. Et pour la vie académique et professionnelle, vous avez associé cet amour ou cette passion pour la lecture avec également la passion pour la littérature et pour le monde de la francophonie. Vous avez tous associé dans le domaine des études et également dans la vie professionnelle. Comment vous avez su faire ce mélange? Après les études de base littéraire, comme vous savez, j'ai continué, mais je suis un peu dirigée donc vers l'image. Et pour mon magistère, j'ai continué dans ce sens et j'ai étudié le documentaire, le cinéma documentaire. Et il y a, comme je vous ai dit, dedans tout. Il y a le cinéma en général est un art qui mélange tout. D'abord la littérature, mais aussi il y a l'image, les cadres, il y a la musique, il y a tout ce qui construit le sens du film en entier après. Donc, ça a mélangé la littérature, mais aussi d'autres domaines artistiques. Et pour le doctorat aussi, la francophonie, donc parce que j'ai travaillé sur un corpus de presse francophone d'Égypte. La presse d'expression française dans les années 20 et 30 en Égypte était très abondante. Il y avait presque 700 périodiques en langue française lus par les Égyptiens et les étrangers. Nombre important, oui. Ben oui, et c'est très symbolique. Ça voulait dire que la langue française avait vraiment sa place durant cette période-là en Égypte. Et à travers cette presse, j'ai étudié l'image et le texte qui parle d'Alexandrie et qui est construit en quelque sorte après le mythe de la ville. Tout ce qu'on retient de la ville maintenant, c'est grâce à ces images-là qui sont ancrées dans notre mémoire collective, comme le cosmopolitisme, la ville touristique, la ville balnéaire, la ville européenne, toute cette image d'âge d'or ou de mythe fondateur de la ville d'Alexandrie. Alors là, plusieurs points très intéressants à découvrir avec vous, que ce soit l'évolution d'Alexandrie comme ville cosmopolite, comme vous l'avez mentionné, également cet amalgame entre les sciences humaines pures, comme les langues par exemple, et l'évolution de ces sciences humaines en associant les bases à la nouvelle technologie, étant donné que, par exemple, vous avez parlé de films, de documentaires. Alors là, c'est l'image, ce n'est pas purement ou uniquement les textes. C'est un amalgame, un nouvel amalgame qui est vraiment s'impose sur la scène avec toute l'évolution technologique et technique autour de nous. On commence avec ça et puis on va passer à Alexandrie et l'évolution d'Alexandrie. Parlez-moi de pourquoi et comment vous avez eu l'idée de passer du texte à l'image. Le passage du texte à l'image est, comme j'ai un peu dit au début, un peu naturel. C'est-à-dire, au début, il y a le texte. Mais aussi, même si je ne parle pas de l'image documentaire ou cinématographique, déjà, par exemple, dans les vieux livres, on peut trouver souvent des illustrations qui sont ou qui accompagnent le texte. Déjà, ces illustrations-là sont un complément du texte, sont là pour un peu parfois casser la monotonie, mais aussi pour compléter, ajouter ou bien
juste pour embellir le texte. Hmm. Mais après, donc, pour notre ère, c'est le 21e siècle en général, c'est un peu le siècle de l'image. Donc, ce passage vers l'image a été essentiel. Et déjà, comme nous avons dit, même les jeunes, peut-être s'intéressent plus maintenant à l'image qu'au livre. Parce que peut-être, oui, c'est plus facile. Mais aussi, c'est attirant, il y a de l'action, on peut voir les choses se dérouler devant nous dans le film sans devoir lire le texte en entier. Donc, il y a eu plusieurs adaptations. Et donc, ce passage vers l'image, en plus, il y a l'image de presse, il y a toutes ces images véhiculées sur les réseaux sociaux. Oui. Tout à fait, qui construisent maintenant notre imaginaire. Et si on passe à Alexandrie, c'est une ville qui fascine et vraiment plein de coins à découvrir, une histoire qui varie entre le pharaonique, le grec, le romain, l'islamique et le contemporain. Et vraiment, on ne peut pas cesser d'admirer cette ville que, oui, elle évolue, mais toujours elle garde le même esprit d'authenticité. Comment vous la trouvez-vous, qui est Alexandrie? Comment trouvez-vous cette ville et l'évolution ces dernières années? Parce que quelquefois, les Alexandrins se plaignent qu'Alexandrie peut, à un point, perdre cette authenticité. Est-ce que vous croyez qu'elle est menacée? Alexandrie est une ville, comme vous avez dit, qui est passée par beaucoup de périodes historiques très diversifiées, depuis bien sûr Alexandre le grand fondateur, c'est-à-dire la culture gréco-romaine, en passant par d'autres cultures comme les Coptes, puis les Arabes, ensuite le cosmopolitisme et toutes les communautés étrangères qui ont cohabité à Alexandrie jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment une succession de cultures et ce mélange-là, c'est ce qui caractérise, à mon avis, Alexandrie. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons tendance à nous lamenter et à dire oh, mais où est le passé? Où est la gloire du passé? Les temps changent, bien sûr, mais à Alexandrie, il y a toujours les traces de tout cela. En marchant juste dans les rues, on peut admirer les différents, par exemple, styles architecturaux de toutes ces époques-là, ou bien les monuments gréco-romains, les monuments arabes au centre-ville ou ottomans. Donc, tout ça, il y en a encore la trace, mais c'est vrai qu'il faut essayer de préserver ces traces-là. Donc, il faut mieux œuvrer pour protéger le patrimoine. Et aujourd'hui, on est, oui, un peu menacé à ce niveau-là parce qu'il faudrait, à mon avis, plus d'intérêt au patrimoine pour sa préservation. Bien sûr, Alexandrie le mérite. Et si on retourne encore une fois à l'image, je vois que en regardant l'image que vous avez choisie ou le cadre, le plan pour notre émission, je peux deviner que également vous êtes intéressé par l'art plastique, par la peinture. Et je voudrais savoir cette passion également, où elle est dans votre vie et vos activités. Vous avez raison, en fait. Oui, j'adore l'art en général, la peinture aussi, la musique, la sculpture. Donc, tout ce qui est art me fascine, depuis, comme la littérature, depuis toujours. Et, vous dessinez, vous pratiquez cet art alors? J'ai essayé de dessiner, c'est vrai, j'avais un peu ce talent-là, mais en fait, il y a une professeure qui m'a découragée. C'est pour dire que quand même le rôle du professeur est très important. Très important, c'est vrai, oui. Donc, ça m'a fait changer d'avis. J'allais choisir les beaux-arts pour mes études.
Mais à ce moment-là, j'étais découragée. Mais je n'ai jamais perdu ma passion pour les arts et la peinture. Je me suis plus investie dans la musique. Je fais du piano, mais je continue à adorer le dessin, à collectionner les tableaux que j'aime. Chez moi, c'est partout pareil. Il y a des tableaux partout. Et pour moi, l'art, en fait, c'est une salvation, vraiment. Au moment les plus difficiles, je pense que c'est l'art qui nous aide à s'exprimer, c'est l'art qui nous sauve. Et l'art, c'est un peu, oui, c'est le plaisir, c'est la beauté, mais c'est aussi l'expression de la douleur. Donc, je crois que l'art, c'est un peu la vie. Il y a tout dedans. Et sans l'art, vraiment, notre vie serait trop plate. Pour la vie professionnelle, je voudrais savoir, Dr Yasmine, vous avez bien sûr un échange avec les étudiants à l'université où vous travaillez à travers des cours et aujourd'hui en ayant également recours à la nouvelle technologie à travers cet apprentissage en ligne ou à distance. Des fois, les professeurs se plaignent à leur tour que les étudiants ne sont plus intéressés par les études, par l'apprentissage, par tout ce qui est académique. De votre expérience personnelle, est-ce que vous avez constaté cet avis un peu négatif de la part des étudiants à propos des études et que ces études ne vont pas vraiment changer ni la personnalité, ni aider pour l'avenir et pour la carrière? Est-ce que ça existe? Bien sûr, dans chaque promotion, il y a des étudiants qui sont motivés et d'autres pour différentes raisons qui ne le sont pas parce que peut-être ils n'ont pas choisi eux-mêmes ces études-là. Ils ont dû juste étudier ça parce que, par exemple, le pourcentage les a forcés à choisir ces études. Donc, ça se passe souvent. Et je trouve que c'est compréhensible. À un premier niveau, je comprends que pas tous les étudiants seront vraiment motivés, mais je pense que c'est à nous alors de les motiver. Justement, le rôle du professeur. Vous avez parlé du rôle du professeur et comment il peut encourager ou vraiment rendre un étudiant incapable de continuer dans un domaine. Selon vous, comment peut-on encourager les jeunes à apprécier l'apprentissage? Comme nous disons, donc c'est d'abord l'encouragement, c'est d'abord cette attitude positive à aider à diriger les étudiants tout en comprenant leurs émotions, leurs doutes. Et c'est ainsi qu'on peut nous rapprocher plus des étudiants pour essayer de les guider, pour leur montrer le positif dans ce qu'ils font. Je dis souvent, par exemple, aux étudiants, surtout si ce sont des femmes, je leur dis que vous avez une chance que beaucoup d'autres personnes n'ont pas et c'est l'éducation. Dans d'autres pays, la fille n'a pas encore accès à l'éducation jusqu'à présent. Et ici, nous voyons que les femmes, bien sûr, elles n'ont pas seulement accédé à l'éducation, mais aussi elles ont excellé, elles sont devenues ministres même. Et dans d'autres pays, ce n'est pas le cas du tout. Ce que nous vivons maintenant, c'est une chance et il faut apprécier cette chance-là. Déjà, et
c'est le début, en fait. Il faut être conscient vraiment de cette chance-là. Et puis, après, il faut essayer de profiter au maximum de ce que la vie nous donne. Donc, si les études, par exemple, ne nous plaisent pas, en général, le domaine ne nous attire pas, il doit y avoir certainement un certain aspect auquel nous nous intéressons le plus, par exemple, ou bien on peut juste donner la chance à nous-mêmes de découvrir nos Alors, talents. s'adapter et également découvrir vraiment une passion qui peut nous guider dans la vie. Tout à fait. Très bien. Vous avez également mentionné l'importance du voyage dans votre vie. Alors, c'est une facette qu'on aimerait bien découvrir ensemble. Où aimez-vous aller et qu'est-ce que vous avez découvert à travers les voyages? J'aime le voyage, bien sûr, depuis les voyages dans la lecture, puis les vrais voyages. Après, surtout après mes études, j'ai commencé à voyager un peu en Europe, surtout. Et j'aimais toujours aller, non seulement pour voyager en tant que touriste, mais aussi pour découvrir des choses ou, par exemple, suivre des formations ou faire partie d'un groupe pour une certaine activité. C'est-à-dire, j'aimais toujours être intégrée un peu aux autres personnes, à la société durant le voyage. Et le voyage nous fait apprendre plein de choses, c'est vrai, tout le monde reconnaît cela. Par exemple, et surtout, l'ouverture d'esprit et l'acceptation des autres cultures. Pour une personne qui n'a pas tellement voyagé, peut-être on peut remarquer qu'elle serait plus fermée ou bien plus isolée par rapport aux autres idées des autres personnes. Et je voudrais savoir qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Au niveau de la famille, il y a ma grand-mère que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup guidée, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a donné des conseils précieux qui me guident jusqu'à présent. Et en général, j'admire la lutte féminine, que ce soit par exemple Hoda Sha'rawi, qui a déjà travaillé pour la femme et son émancipation dans une période où il était tellement difficile de parler de cela et de donner à la femme ses droits. Ça se note dans d'autres pays aussi, comme en Inde. Il y a cette lutte féminine partout et c'est un courage de pouvoir parler de ça dans une société qui ne donne même pas à la femme sa voix. Hoda Sha'rawi, bien sûr, est un modèle de femme apprécié par toutes les générations de femmes en Égypte. Mais sur le plan personnel, je voudrais savoir, votre grand-mère, comment a-t-elle impressionné votre vie ou quelle influence a-t-elle fait sur votre vie? Comment elle vous a guidé? Moi, je trouve que elle m'a guidée en me donnant ma liberté, c'est-à-dire elle n'a jamais exercé de pression sur moi. Elle me guidait, elle me donnait des conseils, elle me disait là, ça va se passer ainsi, mais si vous faites ça, ça va se passer ainsi, etc. Et puis après, elle me laissait à moi la décision finale pour que j'en prenne la responsabilité. Et ce sentiment de liberté, il est apaisant et en même temps, ça développe en nous le sens de la responsabilité parce que parfois les parents pensent qu'en donnant la liberté aux enfants, ils vont par exemple, les faire perdre ou autre. C'est une liberté mesurée quand même. Oui, pas totale. De loin, nous sommes les parents, c'est-à-dire de loin, ils voient ce que les enfants font et ils peuvent les avertir au cas où il y a un danger, par exemple. Mais il ne faut pas que les enfants sentent que les enfants sont en train de les surveiller de près, de leur dire non à toute chose. Il faut quand même laisser une marge de liberté
qui est secondé par le sentiment de la responsabilité de l'enfant. Il sent qu'il est responsable de ses choix. Oui. Et dans ce cas, il va réfléchir 2 fois avant de prendre une décision. Docteur Yasmine Hageg, avant de terminer notre discussion avec vous, puisque notre programme porte le nom de Au féminin, je voudrais savoir, basé sur votre expérience personnelle et également à travers le lien avec les différentes tranches de la société égyptienne, quelle est votre opinion de la femme égyptienne? La femme égyptienne est une force, vraiment. Je trouve que dans plusieurs situations, quel que soit le contexte ou le niveau social, la femme égyptienne est capable d'assurer, c'est-à-dire elle est capable de surmonter beaucoup de difficultés, que ce soit économiques ou psychologiques. Et psychologique, je le souligne aussi parce que si je parle de la lutte féminine, il y a une grande part de cette lutte qui se passe dans la psychologie de la femme, c'est-à-dire aussi à cause des pressions qu'elle peut subir à cause de son entourage ou de la société, de ce que la société pense d'elle ou de ses capacités. C'est vrai. Docteur Yasmine Hageg, c'était une discussion ravissante avec vous. On a découvert les différentes facettes de votre vie, de votre réussite, et on a découvert un esprit ouvert et également enthousiaste. On vous remercie infiniment. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre via la nouvelle technologie avec Dr Yasmine Hageg, professeur à la faculté des arts et à l'université d'Alexandrie. C'était une discussion qui portait sur l'histoire d'Alexandrie, sur la francophonie, sur les aspirations de l'avenir. Merci pour votre attention et à la prochaine édition au féminin. Au revoir.